Le métal tordu du SUV luisait sous les éclairs, tandis que la vapeur s'échappait du capot froissé et que la pluie commençait à marteler la route de montagne. Éparpillée sur les pentes abruptes du ravin, on voyait du verre brisé, la peluche d'un enfant et, à une dizaine de mètres de l'épave, un siège auto. Son minuscule occupant était toujours attaché, immobile, mais miraculeusement indemne. Max sortit de la lisière boisée sous sa forme de berger allemand. Il avançait lentement, les oreilles dressées, le regard fixé, les muscles tendus sous son pelage ruisselant. La pluie trempait chaque centimètre de son corps, mais il n'en avait cure. Cet ancien chien de sauvetage, que beaucoup pensaient de perdu à jamais, retrouvait malgré lui l'instinct pour lequel il avait été formé. À chaque pas, ses narines palpitèrent à l'odeur métallique du sang, mêlée à celle de l'essence. Quand il aperçut le bébé, Max s'arrêta net. Le monde sembla s'immobiliser. La poitrine du petit Noah, âgé d'1 an, se soulevait et s'abaissait dans un souffle à peine perceptible. Il vivait. Un éclair zébra le ciel, éclairant l'épave au loin. Aucune silhouette ne bougeait, aucun son, aucun cri. À cet instant précis, Max prit une décision que peu d'animaux auraient été prises. Une décision qui défiait l'instinct de fuite. Une décision profondément humaine. Il s'approcha du bébé, tremblant, le renifla avec douceur, puis saisit la couverture entre ses crocs, aussi délicatement que possible, et commença à tirer. Derrière eux, les premières flammes léchèrent déjà le châssis du véhicule retourné, projetant une lumière vacillante sur la pluie battante. Mais Max ne s'arrêta pas. Il tirait, encore et encore, vers la vie. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires, en précisant aussi la ville d'où vous regardez. Poursuivons l'histoire. Les Blue Ridge Mountains en Caroline du Nord se dressaient, majestueuses et redoutables. Leurs cimes ancestrales étaient enveloppées de brume en ce funeste matin de printemps. Les routes sinueuses traversaient des forêts épaisses, peuplées de chênes, d'érables et de pins. Des panoramas à couper le souffle. Mais traîtres pour quiconque ignorait la dangerosité de leurs virages serrés ou de leurs dénivelés abrupts. En avril, le temps était capricieux dans ces montagnes. Un ciel limpide, éclatant de soleil, pouvait en quelques instants céder la place à un orage brutal, une pluie diluvienne, un vent froid et violent. Le terrain devenait glissant, imprévisible, dangereux. Les gardes forestiers le rappelaient si souvent. Ici, les crues soudaines et les glissements de terrain n'étaient pas des hypothèses. Ils survenaient en quelques minutes, transformant ce paysage paisible en piège mortel. La famille Anderson se rendait dans son chalet de location pour des vacances tant attendues. James Anderson, 35 ans, chirurgien dévoué à Charlotte, venait enfin de s'octroyer une semaine de repos après des mois de travail harassant à l'hôpital. Son épouse Sarah, 33 ans, institutrice souriante à la patience légendaire, avait passé des semaines à préparer des activités pour leur retraite en montagne. Sur la banquette arrière, Émilie, 10 ans, était plongée dans son livre, levant parfois les yeux pour signaler des animaux sauvages à son petit frère. Noah, 1 an à peine, bien calé dans son siège auto, somnolait, serrant contre lui le lion en peluche dont il ne se séparait jamais. Il représentait le tableau idyllique de la famille américaine aimante, des parents travailleurs, tentant de concilier carrière et moments de qualité en famille, une fille vive et curieuse, et un bébé joufflu dont les premiers pas avaient été filmés avec fierté 2 semaines plus tôt. Sous la pluie de plus en plus soutenue, le SUV des Anderson s'engageait prudemment sur la route de montagne. James Anderson tenait fermement le volant, les jointures blanchies, tandis qu'il abordait un virage en épingle. La météo avait annoncé un temps clair et ce brusque changement le préoccupait. Sur le siège passager, Sarah vérifiait le GPS. Il leur restait à peine une 20aine de kilomètres avant d'atteindre le chalet. « On arrive bientôt, maman ?» lança Émilie depuis l'arrière, quittant un instant son exemplaire écorné du jardin secret. « Bientôt, ma chérie », répondit Sarah en se retournant pour lui sourire. « Encore une demi-heure peut-être selon la pluie. » Noah se réveilla de sa sieste, babillant joyeusement et pointant du doigt les gouttes qui dégringolaient sur la vitre. Sarah se retourna pour ajuster la couverture du bébé, son instinct maternel toujours en alerte. « Je n'aime pas ces nuages », grommela James en désignant le ciel qui s'obscurcissait. Le tonnerre gronda au loin, sinistre avertissement. « On devrait s'arrêter » demanda Sarah, la voix teintée d'inquiétude. « Mieux vaut rejoindre le chalet avant que l'orage ne se déchaîne. Si on tarde, la route risque d'être coupée » rétorqua James. C'était une décision qu'il n'aurait jamais l'occasion de revoir. À la sortie d'un virage,
Un énorme camion de transport de bois apparut, roulant bien trop vite en sens inverse. Le conducteur, Michael Reeves, enchaînait les doubles journées pour honorer des objectifs inatteignables. Épuisé, il négocia son virage trop serré. James braqua d'instinct pour éviter l'accident frontal, mais cette manœuvre envoya le SUV droit vers la glissière de sécurité. « James !» hurla Sarah, agrippant la main de son mari alors que les pneus perdaient toute adhérence sur l'asphalte détrempé. Le véhicule franchit la barrière métallique dans un crissement atroce. Le temps sembla ralentir, tandis que le SUV décollait dans les airs. Le livre d'Emily lui échappa, le lion en peluche de Noah virevolta et les cris de la famille se mêlèrent au fracas du verre et du métal qui se disloquaient alors que la voiture dévalait la pente escarpée. Finalement, le SUV s'immobilisa, retourné au fond du ravin. Le silence qui suivit était anormal, seulement troublé par le martèlement continu de la pluie et le grondement lointain du tonnerre. Michael avait pilé, mais il lui fallut près de 400 mètres pour stopper son camion chargé. Tremblant de peur et d'adrénaline, il sortit de sa cabine et courut vers la barrière brisée, le téléphone à la main pour appeler le 911. Il y a eu un accident sur la Highway 19, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Riverview, lâcha-t-il la gorge serrée. Une famille, leur SUV a basculé dans le ravin. Venez vite. Il ne trouva cependant pas le courage de descendre la pente meurtrière sous l'averse grandissante. Cette lâcheté allait le hanter longtemps. À 1 kilomètre de là, Max tendit l'oreille au bruit lointain de l'impact. Abrité sous un surplomb rocheux, le berger allemand avait perçu l'orage imminent grâce à ses sens aiguisés. Le fracas éveilla en lui un réflexe né de son entraînement. Une urgence à laquelle il ne pouvait se soustraire, même après ces mois passés à lutter seul pour sa survie. Il quitta son abri, le corps puissant en alerte, et partit vers la zone de l'accident. La pluie s'abattait désormais avec force, plaquant son pelage sur sa silhouette athlétique. Ses pattes fermes trouvaient leur chemin entre les rochers glissants et la boue, là où un sauveteur humain aurait peiné. Parvenu sur le site, Max hésita à la lisière du clairière, évaluant la scène avec la prudence d'un animal sauvage. Le SUV renversé était en partie écrasé, sa carcasse méconnaissable. Max s'approcha, méfiant, le museau frémissant à l'odeur d'essence, de sang et d'autres choses, une pointe de feu électrique que son expérience lui indiquait comme un signe de danger imminent. Il fit un tour complet du véhicule, écartelé entre son instinct sauvage qui hurlait de fuir devant ce désastre humain et l'entraînement ancré en lui qui l'incitait à chercher des survivants. Un faible gémissement, à peine audible, retint soudain son attention. Max s'immobilisa, les oreilles à l'affût. Le bruit ne provenait pas de l'épave, mais d'un peu plus bas dans la pente. Suivant l'odeur et le son, il découvrit le siège auto du bébé, éjecté durant les tonneaux du SUV. Grâce à un incroyable hasard et à la robustesse du dispositif, le siège avait parfaitement protégé Noah, un enlevé à l'intérieur. Max s'avança prudemment et renifla le petit humain. L'enfant avait les yeux clos, respirant faiblement. Une légère entaille sur le front laissait perler un filet de sang séché, mais il semblait indemne. Le chien de sauvetage poussa doucement le nourrisson du museau, un geste qu'il avait appris pour tester la réactivité d'une victime. Noah réagit à peine, restant endormi. Une explosion retentit alors que le réservoir d'essence du SUV prenait feu. Par réflexe, Max se recroquevilla pour protéger le siège auto, couvrant le bébé contre les débris projetés. Quand il releva la tête, les flammes dévoraient déjà le véhicule, anéantissant tout espoir pour les autres passagers. Habitué aux situations d'incendie, Max savait que le feu risquait de se propager dans les broussailles desséchées malgré la pluie. Il fallait mettre le bébé à l'abri, au plus vite. Mais comment transporter un nourrisson ? Son dressage ne l'avait jamais préparé à une telle éventualité. Agissant à l'instinct, Max attrape la couverture, encore drapée sur Noah. D'une légère traction, il vérifia qu'elle était assez bien coincée pour bouger l'enfant sans le blesser. Rassuré, il commença à déplacer délicatement le siège auto hors de portée des flammes. Chaque pas était soigneusement mesuré, chaque tiraillement maintenu doux mais ferme. La pente abrupte compliquait sa tâche et par moments, la couverture glissait, l'obligeant à ajuster sa prise. Sous les éclairs, il progressait lentement. Max, bien conscient du moindre repli de terrain après des mois à errer dans cette contrée sauvage. Son objectif, une petite grotte qu'il connaissait à environ 800 mètres de là, où il s'était déjà réfugié lors d'orages précédents. Un trajet qui ne lui aurait pris que quelques minutes en temps normal, mais qui, avec la responsabilité de Noah, dura presque 1 heure.
L'entrée de la grotte, étroite, menait à une cavité suffisamment vaste pour les accueillir. Le sol était recouvert de feuilles mortes et d'aiguilles de pin accumulées lors de séjours antérieurs de Max. Le chien y traîna le siège auto jusqu'au fond, à l'abri du vent et de la pluie. Il lâcha doucement la couverture et observa le bébé. Noah restait inconscient, le torse se soulevant au rythme d'une respiration régulière. Sa coupure frontale avait coagulé, mais il était trempé jusqu'aux os et son corps commençait à frissonner. Max se souvint alors de son apprentissage. Un être humain, surtout un enfant, nécessite de la chaleur. Hésitant un instant, il se coucha contre le siège auto pour partager sa propre chaleur corporelle, mue désormais non seulement par son dressage, mais par un profond instinct protecteur, né de son isolement prolongé. Dehors, la tempête faisait rage. Dans la grotte, un gardien improbable veillait sans relâche, ses yeux ambrés rivés sur le petit humain qu'il avait choisi de sauver. Max ne comprenait pas la notion de destin, mais s'il l'avait pu, il aurait sans doute vu dans cette scène l'occasion d'une rédemption qu'il ne savait pas chercher. Une seconde chance d'accomplir son rôle de chien de sauvetage, fût-ce au péril de sa vie. Tandis que Noah cessait de trembler, Max posa la tête sur ses pattes, mais demeura sur le qui-vive. Quelque chose avait changé en lui. Il redevenait un chien sauveteur investi d'une mission, peut-être la plus vitale de son existence. Et malgré l'incertitude de l'avenir, il était sûr d'une chose. Jamais plus il ne quitterait ce petit humain tant qu'il ne serait pas en sécurité. L'aube se leva sur les montagnes, laissant filtrer un pâle rayon dans l'entrée de la grotte où Max avait monté la garde toute la nuit. Le berger allemand se releva raide et s'ébroua pour chasser l'humidité de son pelage. Il se pencha alors vers Noah qui avait mal dormi, pleurnichant par instants sans s'éveiller vraiment. Ses joues étaient trop chaudes au goût du chien, qui reconnut, grâce à sa formation, les signes d'une fièvre naissante. Le bébé avait besoin de plus qu'un simple abri, et Max ne pouvait lui apporter qu'une partie des soins nécessaires. Son premier objectif fut d'améliorer le confort et la sécurité de leur refuge provisoire. Il sortit prudemment chercher des feuilles mortes et des aiguilles de pin qu'il rapporta dans sa gueule, faisant plusieurs trajets pour constituer un nid épais autour du siège auto. Son entraînement en survie, tant pour lui que pour les personnes à secourir, se révélait utile. Il disposa ses matériaux de façon à réduire les courants d'air, tout en gardant le bébé visible et accessible. Quand Noah commença à s'agiter plus vivement, Max revint près de lui. Les paupières du nourrisson s'ouvrirent, dévoilant des iris bleus empreints de confusion et d'angoisse. D'abord faibles, ses pleurs augmentèrent en intensité à mesure qu'il recouvrait ses esprits. Max réagit immédiatement, posant le museau sur la main du petit. Surpris, Noah sursauta d'abord, puis, en voyant que l'animal ne bougeait pas, il cessa peu à peu de pleurer. L'enfant tendit les bras avec maladresse, ses petits doigts s'agrippant dans la fourrure épaisse du chien. Max se laissa faire, parfaitement immobile malgré la douleur passagère quand Noah tira un peu fort sur son oreille. Vint ensuite le problème de l'eau. Le chien percevait, à quelques centaines de mètres de la grotte, le clapotis d'un ruisseau qui avait motivé son choix d'abri. Mais il ne pouvait abandonner longtemps le bébé, ni le transporter sur un terrain aussi accidenté. Il dut trouver une solution qui interrogeait autant son instinct que son savoir-faire. La réponse se présenta sous la forme d'un grand morceau d'écorce incurvé, emporté jusqu'à l'entrée par le vent pendant l'orage. Max le saisit précautionneusement et alla le remplir au ruisseau. Il immergea l'écorce brièvement, puis s'efforça de la ramener en la tenant bien droite pour ne pas renverser l'eau. De retour dans la grotte, il déposa ce récipient de fortune près du siège auto. Noah sanglotait encore, probablement affamé, apeuré et mal à l'aise. Il ne pouvait boire seul, mais à force de mouvements maladroits, il finit par tremper ses doigts dans l'eau avant de les porter à sa bouche. Un progrès minime, mais essentiel. Cette opération, Max la répéta plusieurs fois dans la journée. De plus en plus efficace, il gérait ses allers-retours pour assurer un apport régulier en eau à l'enfant. Entre-temps, il restait blotti contre lui pour lui tenir chaud et l'apaiser. Quand Noah, épuisé, se rendormit, Max s'autorisa à somnoler aussi, bien que ses oreilles restassent à l'affût du moindre danger. Pendant ce temps, le dispositif humain de secours se mettait en place. Les premiers intervenants étaient arrivés sur les lieux de l'accident au petit matin. Ils avaient le visage fermé, conscients de la dure mission qui les attendait. La pluie, cessée depuis peu, avait laissé un terrain boueux, rendant compliquée la progression. Le chef des pompiers, Robert Daniels, ordonna de maîtriser les derniers foyers épars avant d'entamer les recherches de survivants. « Approchez par le bas », ordonna-t-il, « et surveillez où vous mettez les pieds. Inutile qu'on déplore une victime de plus. » La mission de récupération s'effectuait avec minutie et tristesse. James et Sarah Anderson furent retrouvés en premier, sanglés à leur siège, sans vie,
probablement tué sur le coup par la violence de l'impact. Un peu plus loin, Émilie, 10 ans, gisait inanimée, éjectée malgré sa ceinture, serrant encore son livre contre elle. Les pompiers, silencieux et graves, recouvrirent chaque corps d'un drap avant de continuer leur fouille. « Il en manque un », signala le shérif Tom Williams en consultant les notes consignées à partir du témoignage du chauffeur du camion. D'après lui, il y avait un siège bébé à l'arrière. Les recherches s'étendirent alors dans tout le ravin, l'équipe inspectant les buissons et les rochers dans l'espoir de repérer l'enfant ou son siège auto. Ils retrouvèrent la peluche, le lion de Noah, accroché à une ronce, mais aucune trace du bébé ni de son siège. L'ombre d'un espoir naquit parmi ces sauveteurs endeuillés. Le siège a dû être éjecté. S'il a bien protégé l'enfant, alors il y a une chance, déclara le chef Daniels, une pointe d'optimisme dans la voix. Élargissez le périmètre de recherche et faites venir les chiens. Si ce bébé est encore en vie, il va nous falloir leur flair. À midi, la nouvelle tragique était parvenue jusqu'à William Anderson, grand-père maternel de Noah et seul membre de la famille encore en vie. Cet ancien colonel de l'armée, âgé de 72 ans, avait roulé 3 heures depuis son domicile dans le Tennessee. Son visage, tanné par les ans, se fermait sous l'effet d'un chagrin immense qu'il s'efforçait de dissimuler. Il avait déjà enterré sa femme et voilà qu'il perdait sa fille, son gendre et sa petite-fille. Seule l'idée que Noah puisse être encore en vie l'empêchait de s'effondrer sous ce fardeau de douleur. « Montrez-moi tout !» exigea-t-il d'un ton martial en arrivant, droite et prestance militaire malgré sa tenue civile. « Je veux participer aux recherches. » Le shérif Williams perçut la détermination du vieil homme dans ses yeux. « Monsieur Anderson, je comprends vos motivations, mais le terrain est ardu, même pour nos équipes les plus... » « J'ai traversé des jungles et des déserts sous le feu de l'ennemi, shérif, » l'interrompit William. « Et c'est mon petit-fils qui était là-bas. Je viens, un point c'est tout. » Le shérif acquiesça, respectant à la fois l'expérience militaire et le droit légitime du grand-père de participer à la recherche. Équipé d'une radio, William fut placé avec un garde forestier chevronné pour l'orienter dans la zone assignée. « On le trouvera, monsieur, » le rassura l'officier. « On a les meilleures unités de secours de l'État. » William se contenta d'opiner du chef, le regard scrutant l'immensité boisée où se trouvait peut-être son unique famille désormais. « Noah est un battant, » murmura-t-il. « Comme sa grand-mère. S'il y a la moindre chance, il tiendra jusqu'à ce qu'on arrive. » Au fil de l'après-midi, les patrouilles progressaient plus loin dans la forêt. Leurs appels à Noé résonnaient entre les sommets, entremêlant espoir et angoisse. Malgré l'aide de chiens de recherche, la pluie nocturne avait effacé bien des odeurs, gênant leur travail. Ce que personne ne savait, c'est qu'à moins de 3 kilomètres, un autre chien se chargeait déjà d'une véritable mission de sauvetage. Dans sa grotte, Max poursuivait un semblant de routine de survie pour lui et Noah. Il ramenait de l'eau, renforçait leurs couches de feuilles et de brindilles, tenait compagnie et chaleur au bébé. La fièvre de Noah l'inquiétait et son pleur, faiblissant, trahissait la faim qui le minait. Pourtant, il était toujours vivant, ce qui relevait du miracle dans ces circonstances. Lors d'un voyage pour collecter de l'eau, Max entendit des voix humaines au loin. Ignorant leur sens, il sentit néanmoins que cela pouvait être lié à son ancien univers. Un instant, il fut paralysé, déchiré entre le réflexe de se cacher de tout intrus et l'ancienne habitude de chercher de l'aide. Mais un couinement de Noah dans la grotte le ramena à l'essentiel. Le bébé passait avant tout. Max regagna l'abri, apportant l'eau nécessaire et une détermination renouvelée. Il continuerait de s'occuper du petit du mieux possible et trouverait peut-être un moyen de signaler leur position. Sa formation lui avait appris des techniques de repérage, mais sans maître pour le guider, il ne pouvait se fier qu'à son instinct et à ses opportunités. La nuit tomba sur ce premier jour sans qu'aucun secours n'ait découvert Noah. William Anderson refusa de quitter le poste de commandement, tenant une lampe torche et explorant malgré les supplications des rangers qui craignaient les pièges du terrain dans l'obscurité. « Monsieur, on comprend votre détresse, mais chercher dans le noir est à la fois dangereux et peu efficace, » argumenta le chef d'équipe. « On reprendra à l'aube avec des renforts bien reposés et une meilleure visibilité. »« Chaque heure qui passe réduit ses chances, » répondit William, la voix brisée. « C'est juste un bébé, seul dans cette forêt. » Il ignorait que Noah n'était pas seul. Dans la grotte, Max veillait, lové contre le siège auto, les yeux brillants sous la faible clarté des étoiles. L'abandon qu'ils avaient tous deux subi et leur fragilité commune tissaient entre eux un lien essentiel. Le chien en retrouvait sa raison d'être et l'enfant un protecteur vital.
Le lendemain apporterait son lot d'obstacles. La faim grandirait, la fièvre pouvait empirer, et Max devrait alerter les secouristes. Mais pour l'heure, dans ce sanctuaire de fortune, il disposait du strict nécessaire, un abri, un peu d'eau, un peu de chaleur, et surtout la présence l'un de l'autre. Le deuxième jour au cœur de la forêt imposa d'autres épreuves à Max et à son petit protégé. Les pleurs de Noah, déjà faibles, s'étaient encore amoindris. Son corps minuscule luttait contre la fièvre et le manque de nourriture. Sentant l'urgence s'intensifier, Max, fort de son entraînement, savait que l'enfant aurait besoin d'autres soins. De l'eau et un abri ne suffisaient plus. Mais le chien n'avait pas la capacité de subvenir à la faim spécifique d'un nourrisson humain. Il se concentra donc sur les paramètres à sa portée. Maintenir l'hydratation, isoler le bébé du froid et le protéger des multiples dangers qui rôdaient dans les montagnes. Comme la veille, il quitta brièvement la grotte pour remplir d'eau l'écorce récupérée, puis revenait coller son museau contre Noah pour vérifier sa réactivité. C'est lors de son 3e aller-retour que Max perçut un changement dans l'air. Une odeur musquée et tenace de gros mammifères, un ours noir apparemment passé peu avant, sans doute en quête de nourriture le long du ruisseau. Les instincts sauvages de Max le mirent en alerte. Un ours pouvait aisément pister leurs traces jusqu'à la grotte, surtout avec les gémissements de Noah susceptibles de l'attirer. Aussitôt, il fit le tour de leur refuge, marquant plusieurs arbres et rochers de son urine afin de délimiter un périmètre olfactif d'avertissement. Une technique apprise pendant ces mois passés à l'état semi-sauvage. Cela suffirait-il? Rien n'était certain si la bête avait vraiment faim, mais c'était mieux que rien. Rentrant à la grotte, Max s'installa à nouveau près de Noah, restant aux aguets. Le jour avançait et l'état du nourrisson empirait. Sa peau, chaude sous le museau du chien, signalait une fièvre grandissante. Ses pleurs se muaient en de petits gémissements plaintifs qui cessaient par épuisement. Sans aliments adaptés, Noah manquait de force pour combattre l'infection. Max se multiplia en va-et-vient pour chercher plus souvent de l'eau, mais cela ne suffisait pas. La pression le hantait, ravivant en lui le souvenir cuisant de sa dernière mission ratée, où un randonneur piégé était mort faute d'avoir été trouvé. Il se jura de ne pas échouer une deuxième fois. En début d'après-midi, il distingua enfin des voix humaines, plus proches que la veille. Un sentiment paradoxal naquit en lui, un mélange d'espoir et de crainte. Il savait que l'enfant serait sauvé si les humains les trouvaient, mais son expérience récente l'avait rendu méfiant. Certains, le voyant errer, pourraient le considérer comme un chien redevenu féroce. Pourtant, Noah venait d'émettre un couinement si faible que Max se résolut, il devait agir. Il quitta la grotte, s'orientant vers le bruit. Avec prudence, il traversa les fourrés. À mi-chemin, il se mit à aboyer, un aboiement bref et urgent, hérité de son enseignement comme signal de détresse. Durant de longues minutes, il aboya à s'en briser la gorge, espérant que l'écho se répercuterait dans les vallées. Puis il guetta une réponse. Le silence revint peu à peu. Les secouristes s'étaient éloignés, peut-être sans l'avoir entendu. Conformément à l'esprit de persévérance inculqué par son ancien maître, Max songea à continuer mais ne pouvait s'absenter trop longtemps. L'enfant dépendait de lui. Il repartit donc vers la grotte, avec l'intention de retenter sa chance plus tard si le groupe se rapprochait. Dans le camp de base, la tension montait. Plus de 24 heures s'étaient écoulées depuis l'accident, et les spécialistes savaient qu'un bébé de 1 an avait peu de chances de survivre dans de telles conditions, surtout blessé ou sans nourriture. Plusieurs groupes élargissaient la zone quadrillée à la recherche de la moindre trace de siège, Otto ou du petit Noah. William Anderson, épuisé, ne quittait pas le poste de coordination. Il refusait de dormir et se nourrissait à peine de quelques barres énergétiques et gorgées d'eau. La discipline militaire le maintenait debout, mais les rides profondes sur son visage témoignaient de la souffrance qu'il traversait. Le shérif Williams s'approcha, porteur d'un maigre espoir. « On a peut-être quelque chose », dit-il avec réserve. « Pas le bébé malheureusement, mais une équipe a repéré des traces de traînées là où on suppose que le siège auto a atterri. Quelque chose ou quelqu'un l'a déplacé. » Le cœur de William s'emballa. Un animal? C'est possible, mais il y a un détail intrigant, poursuivit le shérif. Les rangers disent que la trace ressemble à un objet que l'on a soigneusement tiré, pas à des coups de griffes désordonnés qu'on attendrait d'un prédateur. De plus, ils ont relevé des empreintes de chien. Un chien errant? S'étonna William, oscillant entre l'effroi et l'espoir.
Justement, c'est étrange, l'agent de la faune sauvage dit qu'elle ressemble davantage à des empreintes de chiens domestiques, pas de loup ni de coyote, sans doute un berger allemand ou une race similaire. William sentit un souvenir le frapper. Il sortit son téléphone d'une main tremblante pour y chercher une photo prise à Noël 7 mois plus tôt. On y voyait Sarah, sa famille et un grand berger allemand posant près du sapin. Noah était posé contre le chien, la petite main agrippée à son pelage, tandis que l'animal veillait d'un air protecteur. « Max !» murmura William en montrant l'image au shérif. Sarah avait recueilli un chien de sauvetage nommé Max. Elle m'a raconté qu'il s'était enfui pendant un camping dans ces montagnes, il y a 6 mois. Ils ont tout fait pour le retrouver, mais sans succès. Le shérif observa le cliché, semblant trouver un mince réconfort. Ça reste une hypothèse fragile, mais si c'est le même chien et qu'il reconnaît Noah, peut-être le protège-t-il. Le visage de William s'anima d'un faible espoir. Alors, il faut concentrer les recherches là où l'on a trouvé ces marques. Le coordinateur, qui écoutait à côté, émit des doutes. Monsieur Anderson, même si c'était votre chien qui a vécu en liberté pendant 6 mois, il est fort probable qu'il soit redevenu semi-sauvage et qu'il n'aide pas vraiment le bébé. Vous ne connaissez pas Max, coupa William, catégorique. Il a reçu un entraînement de chien de sauvetage avant que Sarah ne l'adopte. Si un seul chien peut maintenir Noah en vie, c'est lui. En moins d'une demi-heure, on réorganisa les recherches. Des binômes avec des chiens pisteurs repartirent vers la zone où avaient été repérées les traces de traînées. On leur demanda de crier non seulement Noah, mais aussi Max. Pendant ce temps, dans la grotte, Max tenait son poste au chevet d'un Noah de plus en plus en danger. L'enfant ne pleurait presque plus, sombrant dans une inertie inquiétante. Il fallait faire vite. Lorsque le crépuscule revint, Max capta un nouveau son, un grondement sourd, un puma. Contrairement à l'ours qui était sans doute déjà loin, ce félin, lui, chassait. L'odeur de faiblesse venant de la grotte devait être irrésistible. Max se releva, le poil hérissé, se plaçant à l'entrée en position de défense. Durant ces mois d'errance, il avait appris à éviter la confrontation avec ce type de prédateur, mais la fuite n'était pas envisageable, l'issue de la grotte étant unique et Noah étant incapable d'être déplacé rapidement. Le puma apparut à une 50aine de mètres, svelte et mortel. Avec ses 70 kilos de muscles, il surpassait Max d'une bonne 30aine de kilos, sans parler de ses griffes et de ses crocs taillés pour tuer. Le chien savait qu'il était en infériorité, mais son instinct protecteur prit le dessus. Il avança de quelques pas, signifiant clairement que le félin devrait l'affronter s'il voulait accéder au bébé. Les deux adversaires s'observèrent dans un face-à-face tendu. Puis, avec un feulement, le puma se jeta en avant. Max encaissa l'attaque de plein fouet, s'appuyant sur l'ensemble de son entraînement pour riposter. Il esquiva le saut initial et parvint à mordre la cuisse du puma. Mais celui-ci répliqua avec une frappe de patte qui déchira l'épaule du chien. La douleur vrilla Max qui pourtant ne céda pas. L'affrontement dura plusieurs minutes, véritable balai de crocs et de griffes. Max collectionna des entailles profondes et fut mordu au flanc. Il réussit toutefois à blesser le prédateur en retour. À bout de force, il tenta un coup de poker. Voyant le puma se préparer à charger à nouveau, Max grimpa sur un tronc tombé, prenant un léger avantage en hauteur, puis il se projeta sur la gorge du fauve, cherchant à sectionner l'artère vitale. Le coup réussit, mais il reçut en retour de terribles lacérations au ventre. La bête se convulsa, puis s'affaissa, exsangue. Titubant, Max se tenait au-dessus du cadavre du puma, haletant, le sang se mêlant à son pelage. Chaque geste lui arrachait un surcroît de souffrance. Intuitivement, il savait que certaines de ses plaies étaient graves et nécessiteraient des soins vétérinaires qu'il n'obtiendrait pas ici. Mais il ne pouvait faillir, Noah était toujours dans la grotte. Le chien y retourna, traînant les pattes, marquant le sol de gouttes écarlates. Il trouva le bébé en vie, respirant faiblement. Soulagé, Max s'écroula à côté du siège, tremblant à cause du choc et de l'hémorragie. Malgré la fatigue qui l'assaillait, il resta conscient autant que possible, redoutant l'éventualité d'un autre prédateur attiré par l'odeur du sang. Le lendemain se leva sur un tableau sombre. Noah respirait de manière irrégulière, la fièvre avait flambé, et Max, infecté et vidé de son sang, n'était guère en meilleur état. Il se traînait pour rapporter quelques gouttes d'eau, tentant de rafraîchir les lèvres sèches du bébé. Dans un moment de semi-délire, il se souvint de leçons apprises sur certaines plantes médicinales en milieu sauvage. Un souvenir flou de son maître lui apprenant à identifier des feuilles pour soulager la fièvre. À l'entrée de la grotte, poussaient justement des plantes au parfum familier. Avec la plus grande difficulté,
Max en mâchonna légèrement quelques feuilles pour en libérer les principes actifs avant de les placer près de Noah. Une solution de fortune, mais qui valait mieux que rien. À la mi-journée du 3e jour, Max n'en pouvait plus. Allongé auprès du bébé, le souffle court, il sentait venir la faim. L'idée de mourir sans avoir sauvé Noah lui arracha un gémissement plaintif. Pourtant, il avait tout donné, lutté sans répit. Soudain, il capta des voix humaines, plus nettes qu'auparavant, ainsi qu'un mot qui résonna en lui. « Max, Max !» Réunissant ses forces, il releva la tête et aboya faiblement. Les voix semblèrent se rapprocher. Il aboya encore jusqu'à ce que la souffrance le fasse taire. Juste avant de sombrer dans l'inconscience, il entendit des pas précipités, depuis un cri « Mon Dieu, par ici! On les a retrouvés !» Plus loin, sur une clairière servant de base pour l'intendance, Michael Reeves, le chauffeur du camion, se tenait à l'écart, ruminant sa culpabilité, épuisé et abattu. Depuis l'accident, il aidait les équipes à transporter du matériel sur les pistes forestières, mais n'avait pas eu le courage de croiser le regard de William Anderson. Comment affronter l'homme dont il avait brisé la famille par sa négligence? Lorsque son remplaçant arriva, Michael ne put se résoudre à partir. Il alla voir le shérif Williams. « Je veux aller sur le terrain, dit-il, la voix ténue. Je dois aider à trouver ce bébé. » Le shérif lut dans ses yeux la détresse d'un homme hanté par ses fautes. « Vous avez déjà fourni un gros coup de main, monsieur Reeves. Le relief est dur, et vous n'avez pas dormi depuis 3 jours, peut-être? Je vous en supplie, murmura Michael, la voix tremblante. Je ne peux plus rester sans rien faire. J'ai besoin de faire ça. Après un instant de réflexion, Williams hocha la tête. Très bien, l'équipe 8 part dans 10 minutes sur la piste des empreintes de chiens trouvées hier. Rejoignez le ranger Davis près de la tente bleue. Michael s'y précipita, prêt à tout pour se racheter, même si rien ne pourrait jamais réparer le drame qu'il avait causé. Tandis qu'il rejoignait le groupe et écoutait les consignes, il se jura intérieurement de ne pas revenir sans avoir retrouvé Noah, quitte à y laisser sa santé ou sa vie. Le soleil matinal traversait la canopée forestière tandis que l'équipe de recherche numéro 8 progressait le long de la crête, suivant les indices de plus en plus encourageants laissés par Max. Michael Reeves avançait péniblement aux côtés du ranger Davis, le regard scrutant chaque recoin à l'affût du moindre indice sur l'enfant ou le chien. Ses épaules le faisaient souffrir sous le poids du lourd sac médical qu'il avait insisté pour porter. Mais la douleur physique n'était rien à côté du remords qui l'écrasait depuis l'accident. Chaque pas lui semblait une forme de pénitence nécessaire, sans pour autant effacer la faute qu'il avait commise. William Anderson, lui, avait tenu à rejoindre cette équipe en particulier, après avoir appris qu'elle suivait la piste de Max. Malgré son âge et son épuisement, il se déplaçait avec l'efficacité d'un ancien militaire, d'un pas sûr, l'attention entièrement focalisée sur la piste. Son visage restait fermé, mais ses yeux trahissaient l'espoir fervent qui s'allumait chaque fois que les chiens de l'équipe semblaient accrocher une nouvelle odeur. « Les empreintes sont plus fraîches par ici », annonça le ranger Davis en examinant la marque d'une patte dans la boue. « Et regardez, du sang, tout récent. » Il désigna de petits caillots sombres sur le sol. William se figea. « Ça vient de Max ?» demanda-t-il sans oser terminer sa phrase. Impossible d'être sûr, mais l'animal qui saigne se déplaçait de façon déterminée, sans trace de lutte ni d'animal traîné. « On accélère ?» ordonna William. Poursuivant leur marche, Michael Reeves se rapprocha peu à peu de William, tenaillé par l'irrépressible besoin de parler, de présenter des excuses ou d'exprimer quelque chose à l'homme dont il avait détruit la famille. Plusieurs fois, il ouvrit la bouche puis se ravisa. Finalement, il se lança. « Monsieur Anderson, je sais que mes mots ne suffiront jamais, mais je voulais que vous sachiez. »« Et pas maintenant », coupa William, la voix calme mais ferme. « Si nous retrouvons Noah sain et sauf, dites tout ce que vous avez à dire. Si nous ne le retrouvons pas... » Il laissa sa phrase en suspens, car la conclusion était évidente. Michael baissa la tête, acceptant ce reproche comme une autre forme de fardeau. Il s'écarta légèrement, tout en continuant de scruter la zone. Au bout de quelques minutes, il s'aperçut d'un changement dans l'ambiance. La forêt, habituellement bruissante d'oiseaux, s'était tue. C'était souvent le signe qu'un grand prédateur ou quelque chose d'anormal avait perturbé l'environnement. Il fit signe à l'équipe de stopper. Dans le silence revenu, ils entendirent un bruit faible, un aboiement étouffé quelque part sur leur droite. « Max !» cria alors William, la voix tremblante. « Max !» Un autre aboiement, plus faible cette fois, retentit. Les chiens de recherche se mirent à tirer sur leur laisse, sûrs de la direction à prendre.
L'équipe s'enfonça rapidement dans la végétation dense, se frayant un passage pour atteindre une petite clairière. De l'autre côté, partiellement dissimulée par des fougères et des troncs renversés, on distinguait l'ouverture étroite d'une grotte. « Faites attention », prévint le ranger Davis. « Si c'est un animal blessé, il peut se montrer agressif. » William ne voulut rien entendre. Il s'élança vers l'entrée, suivi de près par Michael, déjà prêt avec sa trousse de premier secours. En avançant, William appela une nouvelle fois Max. On leur répondit par un couinement d'une extrême faiblesse venant de l'intérieur sombre. William se mit à genoux et se pencha pour distinguer ce qui se trouvait dedans. Ce qu'il vit le laissa sans voix, un berger allemand ensanglanté, couché en travers d'un siège auto, relevant la tête avec un effort visible pour saluer leur arrivée. À ses côtés, Noah si pâle qu'on pouvait craindre le pire. « Non, Max !» La voix de William se brisa alors qu'il rampa pour les rejoindre. « Je les ai trouvés !» lança-t-il à l'équipe. « Venez, vite !» Michael, lampe frontale allumée, rejoignit William. Il découvrit la scène stupéfiante. Max, couvert de plaies, positionné comme un rempart, et Noah, brûlant de fièvre, la peau sèche, les lèvres crevassées. Le chien, malgré ses blessures, força un dernier geste de protection en voyant des étrangers s'approcher du bébé, puis s'écroula complètement, comme soulagé de n'être plus seul. La secouriste de l'équipe médicale s'empressa vers Noah, évaluant son état. « Déshydratation sévère, forte fièvre, mais il est encore en vie », dit-elle avec soulagement. « Il faut l'hospitaliser d'urgence. » William voulait soutenir son petit-fils, mais Michael intervint avec douceur. « Monsieur, restez près de Noah, je m'occupe de Max. » Mettant en pratique ses rudiments de soins d'urgence, Michael examina rapidement le chien. Les blessures abdominales l'inquiétèrent immédiatement, et le saignement interne semblait probable. Max respirait difficilement, ses yeux autrefois vifs se voilant. « Il nous faut un vétérinaire de toute urgence », lança-t-il au reste de l'équipe tout en appliquant des compresses de fortune sur les plaies ouvertes. Le ranger Davis contacta la base par radio pour organiser une évacuation héliportée. Un hélico médical sera là dans moins d'un quart d'heure. Il pourra emporter les deux, le bébé et le chien. « Ils accepteront un chien blessé ?» demanda William, inquiet, tout en veillant sur Noah, qu'on plaçait sur une civière adaptée. « J'ai déjà expliqué la situation, ils ont donné leur accord vu l'urgence », confirma Davis. La dizaine de minutes qui suivit fut un tourbillon de gestes médicaux. On brancha Noah sur une perfusion, vérifia ses signes vitaux. Pendant ce temps, Michael nettoyait les plaies de Max autant que possible, bandant ce qu'il pouvait, lui parlant d'une voix douce pour tenter de le rassurer. « Tiens bon, héros !» murmura-t-il, la gorge serrée. « Tu as fait l'impossible ? Tiens encore un peu. » Le regard de Max, malgré sa souffrance, restait fixé sur Noah. Même lorsque le bébé fut pris en charge par l'équipe médicale, on sentait que le chien ne détachait pas ses pensées de lui. Bientôt, le grondement caractéristique de l'hélicoptère résonna dans la vallée. À ce bruit inconnu, Max essaya maladroitement de se lever comme pour protéger encore l'enfant. « Ça va aller, Max !» le rassura William en s'accroupissant près de lui, un instant, lâchant Noah pour remercier le chien. « Ils viennent pour t'aider. Repose-toi, vieux frère. Tu as sauvé Noé. » Que Max ait ou non saisi les paroles, il sembla se calmer, continuant pourtant à suivre du regard les mouvements autour de Noah. L'hélico se posa dans une petite clairière à une centaine de mètres. L'équipe médicale courut jusqu'à la grotte avec un brancard et du matériel. Noah fut embarqué le premier, minuscule sous la couverture de survie. William ne voulut pas s'éloigner de lui, le tenant par la main, refusant de le lâcher une seule seconde. Max fut ensuite placé sur un brancard de fortune, confectionné à partir d'une couverture de secours, en veillant à ne pas aggraver ses blessures. Il ne gémit qu'une seule fois, lorsque le champ de vision sur Noah lui fut momentanément masqué. « Ils vont t'emmener au même endroit, mon grand », murmura Michael, caressant doucement la tête de Max. « Tu vas partir avec lui. » Il fallut avancer prudemment jusqu'à l'hélicoptère, en veillant à ne pas déstabiliser le brancard improvisé. Sous le rotor, le pilote sortit, l'air préoccupé. « Ce n'est pas prévu pour le transport d'un animal », lança-t-il, avant de croiser le regard dur de William. « Ce chien a sauvé mon petit-fils. Il monte avec nous. » Un bref silence, puis le pilote hocha la tête. « Ok, on va faire de la place. » L'espace à bord étant restreint, on disposa Noah et William en priorité avec tout le matériel pédiatrique. Max fut calé au sol, Michael à genoux à ses côtés, gardant une main sur le flanc du chien pour surveiller sa respiration pendant le vol.
L'hélicoptère décolla et pendant les 20 minutes, jusqu'au centre de traumatologie d'Asheville, le temps parut interminable. Noah restait stable, mais Max déclinait à vue d'œil, son souffle devenait erratique et son regard se perdait. Dès l'atterrissage sur l'héliport, les urgentistes se précipitèrent. Noah fut transporté sur une civière pour rejoindre la section pédiatrique de l'hôpital. « Et le chien ?» s'écria William, ne pouvant suivre 2 brancards à la fois. « La clinique vétérinaire de Western Carolina se trouve à 3 rues d'ici, » indiqua le pilote. « Ils sont prévenus, ils envoient un véhicule. » Michael eut un déclic immédiat. « Je reste avec Max. Allez auprès de Noah, monsieur Anderson. Je prendrai soin de lui. » William, tiraillé, hésita une fraction de seconde avant d'acquiescer. « Ce chien mérite les meilleurs soins. Faites ce qu'il faut. » Puis il courut derrière les médecins qui emmenaient Noah, laissant Michael et Max. Le chien, désormais inconscient, fut déposé dans l'ambulance vétérinaire arrivée presque aussitôt. Pendant tout le trajet, Michael garda une main sur lui, parlant pour l'encourager, même si Max ne semblait plus en état de l'entendre. Arrivé en urgence à la clinique, l'équipe avait déjà été avertie de l'exploit héroïque accompli par l'animal. 3 jours dans la nature à protéger un bébé, affrontant probablement un puma, résuma la vétérinaire principale tandis qu'ils emmenaient Max en salle d'opération. Il mérite qu'on fasse le maximum. Allez, en chirurgie, immédiatement. Michael, souillé du sang de Max, épuisé par 3 jours sans sommeil, dut attendre en salle d'attente. Les heures passèrent, ponctuées par ses coups de fil fréquents au service pédiatrique pour s'enquérir de l'état de Noah. Au fil du temps, les nouvelles se firent un peu plus rassurantes. Le bébé répondait correctement à l'hydratation et aux antibiotiques. William viendrait dès que Noah serait stabilisé, désireux de s'informer sur l'état de Max. Enfin, en début de soirée, la vétérinaire revint, ôtant son masque chirurgical d'un geste las. Son visage était sombre mais pas désespéré. « Nous avons achevé la première opération. Il a survécu, mais ses blessures sont graves, des hémorragies internes importantes, sans compter des plaies infectées. Les prochaines 24 heures seront décisives. »« Mais il peut s'en sortir ?» demanda Michael, accrochant à la moindre lueur d'espoir. « Il a déjà prouvé une volonté de vivre au-delà de la normale. » admit-elle. Un autre chien aurait succombé avant même d'atteindre la clinique. La détermination semble être de son côté. « Puis-je le voir ?» Elle hocha la tête et le guida vers l'unité de soins intensifs. Max reposait sous sédation et ventilation artificielle, à moitié recouvert de draps chirurgicaux, son corps relié à divers moniteurs et perfusions. Michael avança lentement, frappé par le contraste entre ce héros robuste aperçu dans la forêt et ce patient fragile, livré à la technologie médicale. « Max » murmura-t-il, posant doucement la main sur la tête du chien, là où il n'y avait ni bandage ni tuyau. « Noah va mieux, grâce à toi. Tu as déjà assez donné, mais on a besoin que tu t'accroches encore. William compte sur toi, Noah compte sur toi, et moi aussi je veux vraiment que tu t'en sortes. » Il crut percevoir un léger frémissement sous sa main, peut-être un simple réflexe, mais il y vit un signe de conscience. Resté à son chevet jusqu'à ce qu'un technicien l'invite à sortir, il promit de revenir au matin. Dehors, la nuit était tombée depuis longtemps. Michael, vidé, sentit ses forces le quitter maintenant que l'adrénaline ne le portait plus. Pourtant, sous la culpabilité et la fatigue, une petite étincelle d'espoir subsistait. Noah était vivant et Max avait une chance. En levant les yeux vers le ciel, Michael fit un vœu silencieux. Quoi qu'il advienne, il ferait en sorte que les actes de Max ne soient jamais oubliés. Le lendemain matin, William Anderson retrouva enfin Noah dans le service de soins pédiatriques de l'hôpital d'Asheville. Le nourrisson était installé dans un lit médicalisé spécifique. Des moniteurs suivaient ses constantes et une perfusion lui administrait fluides et antibiotiques pour contrer la déshydratation et l'infection. Malgré l'atmosphère lourde des lieux, ce fut un instant de soulagement intense. William posa la main sur la poitrine de Noah, sentant son souffle calme et régulier. « La fièvre est en train de baisser », expliqua le pédiatre en consultant son dossier. Contre toute attente, pas de complications majeures. Son degré de déshydratation était critique, mais il récupère bien. Les enfants de cet âge sont plus résistants qu'on ne le pense. « Quand pourrais-je le prendre dans mes bras ?» demanda William sans quitter l'enfant des yeux. « Dès que nous serons sûrs que sa température est stabilisée, probablement dans la journée. Pour l'instant, le contact que vous avez est déjà bénéfique. Il doit ressentir une présence familière. » William acquiesça, les larmes au bord des paupières. « Il n'a jamais été seul, vous savez, chuchota-t-il ému.
Max est resté avec lui sans relâche. Le médecin eut un sourire plein d'empathie. Le personnel m'a parlé de ce chien. C'est vraiment extraordinaire. Je dois aller le voir dès que Noah sera stable, répliqua William. Je lui dois tout. Une infirmière entra pour administrer un médicament et à ce moment, une assistante sociale, Teresa Hawkins, apparut sur le pas de la porte, arborant un air compatissant et professionnel. « Monsieur Anderson, je suis Teresa Hawkins des services de protection de l'enfance. Pourrions-nous discuter un instant de l'avenir de Noah ?» William se redressa immédiatement, adoptant involontairement une posture militaire. « Bien sûr, je vous suis. » Dans une petite salle de consultation attenante, Teresa lui exposa la situation. « Je tiens d'abord à vous présenter mes sincères condoléances pour votre perte, » commença-t-elle. « Nous savons que vous êtes le grand-père maternel de Noah et qu'il ne reste aucun autre membre de la famille directe. En effet, ma femme est décédée il y a 3 ans et Sarah était notre fille unique. Dans de tels cas, une garde temporaire est généralement accordée aux plus proches parents responsables en attendant de finaliser la situation. Nous souhaiterions donc enclencher dès maintenant la procédure pour que vous puissiez emmener Noah chez vous dès sa sortie de l'hôpital. » William hocha la tête soulagé. « C'est exactement ce que je souhaite. Je suis retraité, j'ai une situation financière stable et j'ai déjà beaucoup contribué à l'éducation de Noah. Sarah et James venaient souvent chez moi. » Teresa prit note. « C'est très positif. Nous ferons une évaluation de votre domicile, mais vu les circonstances, je ne prévois aucune difficulté à la garde temporaire. La procédure de tutelle permanente passera ensuite devant un juge, mais il ne devrait pas y avoir d'obstacle. » Pendant que la discussion se prolongeait sur les formalités, le téléphone de William vibra. Il s'excusa et lut rapidement le message. Son visage perdit ses couleurs. « C'est la clinique vétérinaire. Max est en train de se dégrader. Ils doivent l'opérer à nouveau en urgence. Allez-y, l'encouragea Teresa. Noah est ici en sécurité. On pourra reprendre cet entretien plus tard. » Quelques minutes plus tard, William franchissait les 3 rues séparant l'hôpital de la clinique. Il y trouva Michael Reeves, hagard, qui veillait dans la salle d'attente, le visage ravagé par l'épuisement et la culpabilité. « Des nouvelles ?» demanda William sèchement, sans préambule. Michael secoua la tête. « Ils sont en chirurgie depuis 2 heures. Les hémorragies étaient de plus graves que prévu. Comment va Noah ? Mieux ? Les médecins sont optimistes, répondit William, moins dur. Le silence retomba, lourd. D'un côté, le grand-père du bébé miraculé, de l'autre, l'homme à l'origine de l'accident. Finalement, Michael rompit la glace. « Monsieur Anderson, je sais que des mots ne suffiront pas. Mais j'aimerais que vous sachiez... » William leva une main pour l'interrompre. « Vous êtes resté auprès de Max quand je ne pouvais pas être là, et je vous en suis reconnaissant. Ça compte à mes yeux. » Avant que Michael ne réponde, la vétérinaire principale ressortit de la salle d'opération, l'air gravement préoccupé. « Nous avons tout tenté, » dit-elle, retirant son masque. « L'hémorragie interne est bien plus diffuse que prévu. On a réussi à la contenir, mais les organes sont touchés. Il reste dans un état critique, sous respirateur. Mais il peut encore s'en sortir, s'enquit William, agrippant le regard de la vétérinaire. Elle poussa un soupir. « Je préfère être honnête. Les chances de rétablissement existent, mais elles sont faibles. Les blessures sont nombreuses et anciennes, sans parler de la fatigue accumulée par ces 3 jours passés à protéger le bébé. Son corps est épuisé. » William sentit un léger tremblement parcourir sa stature militaire. « Puis-je le voir ? » ?»« Bien sûr, on l'emmène en salle de réveil, mais il est sous assistance vitale. » En entrant, William fut frappé par la vision de Max encombré de toutes sortes d'appareils. Le chien naguère si vaillant paraissait diminuer, les yeux fermés, le thorax soulevé par le ventilateur. William s'approcha, posa une main sur une zone sans bandage et parla tout bas. « Salut mon grand, Noah va beaucoup mieux grâce à toi. Tu l'as ramené jusqu'à nous. » Les machines bipaient régulièrement, impassibles. William continua, la voix vibrante d'émotion. « Tu l'as trouvé, tu l'as protégé alors qu'on n'arrivait pas jusqu'à lui. Un bébé d'1 an abandonné dans ce ravin, personne ne survivait là-bas. Mais toi, tu l'as maintenu en vie. » Une technicienne entra, ajustant la perfusion. « Si vous voulez rester, n'hésitez pas à lui parler. On pense qu'ils peuvent de nous entendre, même inconscients. » William tira une chaise et s'assit, gardant la main sur le chien. Il se mit à évoquer des souvenirs. Comment Sarah avait adopté Max, convaincu de son potentiel exceptionnel. Comment il l'avait filmé en train de jouer avec Noah, ou encore le camping fatal où il s'était enfui. Les mots se déversaient comme un flot d'hommages et de remerciements.
La vétérinaire revint et vérifia les signes vitaux de Max. Elle fronça les sourcils. Son état décline. Je préfère vous prévenir, il faut vous préparer. Voulez-vous prévenir quelqu'un d'autre? Oui, Michael Reeves. Il devrait être ici. Au bout de quelques minutes, Michael rejoignit William. Dans la pièce, l'atmosphère devint encore plus pesante. Le bip du moniteur s'était ralenti. Tous deux se tinrent de part et d'autre du chien, guettant un miracle. Le personnel dit qu'il a tenu jusqu'ici par un incroyable acharnement, murmura Michael, la gorge serrée. Jamais il n'avait vu un chien résister aussi longtemps avec de telles blessures. William esquissa un sourire triste. Sarah disait souvent qu'il était buté comme pas deux. Quand il voulait quelque chose, il ne lâchait rien. Et là, il a décidé de sauver Noé. Le rythme cardiaque de Max se mit soudain à vaciller. La vétérinaire intervint immédiatement, préparant une injection pour tenter de le stabiliser, mais sembla hésiter, cherchant l'aval de William. On peut encore tenter de le réanimer, mais vu son état global... William regarda l'animal, son protecteur de petit-fils, lacéré de partout, ayant déjà subi 2 opérations. « Non, n'insistez plus », dit-il d'une voix qui se brisa presque. « Il s'est assez battu. » La vétérinaire hocha la tête. Elle administra un sédatif pour apaiser la douleur. William se pencha alors près de l'oreille de Max. « C'est bon, mon grand. Tu nous as ramené Noah. Tu as fait plus que ton devoir. Repose-toi maintenant. » Comme si Max comprenait, son pouls ralentit progressivement jusqu'à s'arrêter. William, droit comme un soldat, tenta de ne pas laisser éclater son chagrin tandis que Michael, à l'opposé, fondait en larmes sans chercher à se contenir. « C'était un héros », déclara William après un instant de silence, la voix tremblante. « Le plus grand des héros. » Le lendemain matin, William mit de côté sa peine pour retourner voir Noah. Le bébé, étonnamment, montrait déjà des signes de rétablissement. La fièvre était presque tombée, l'hydratation avait fait son effet et le médecin le jugeait apte à quitter les soins intensifs sous peu. « Il s'en tire remarquablement bien », expliqua le pédiatre. « On continue la surveillance, mais je pense qu'il pourra sortir d'ici quelques jours, à condition de bien suivre le traitement. » William exprima sa gratitude, le cœur néanmoins déchiré par le sort de Max. Lorsque Noah le vit, il émit un petit bruit et leva les bras, comme pour être pris. L'accord du médecin obtenu, William le prit dans ses bras. « Eh petit bonhomme, tu es un sacré survivant, toi aussi », murmura-t-il. Noah, rassuré par cette présence familière, tapota le torse de son grand-père de ses menottes potelées, l'air de chercher quelque chose ou quelqu'un. « Tu cherches Max, c'est ça ?» souffla William, la voix tremblante. « Il ne pourra pas venir, mon chéri. Il t'a protégé, il a veillé à ce que tu rentres à la maison. Maintenant, il ne peut plus être là. » Noah, trop jeune pour comprendre, continua de gesticuler en réclamant silencieusement le chien. William serra le petit contre lui, sans savoir comment expliquer la mort à un enfant d'à peine 1 an. Plus tard dans la journée, alors que Noah se reposait sous la surveillance d'une infirmière, William reçut la visite de la détective Laura Sanderson du bureau du shérif. Elle souhaitait recueillir son témoignage officiel sur l'accident et les événements qui avaient suivi. « Je sais que c'est pénible, » dit-elle compatissante, « mais nous devons boucler l'enquête et comprendre les circonstances du drame, ainsi que la disparition puis la réapparition du chien. » William donna son récit, les recherches, la façon dont Max avait déjà fait partie de la famille, la découverte dans la grotte. Quand il mentionna le sauvetage héroïque de Max, la détective parut soudain plus attentive. « Concernant ce chien, nous avons vérifié les dossiers d'assurance et la puce électronique à la clinique. Nous avons trouvé une déclaration de perte datant de 7 mois. C'était bel et bien votre Max. » William sentit sa peine se raviver. Il réalisa que Max n'avait pas simplement sauvé un bébé anonyme. Il avait reconnu Noah, le même enfant qu'il avait autrefois protégé dans leur foyer. « Pratiquement, ça change quelque chose ?» demanda-t-il. « Non, pas en ce qui concerne la garde de Noah », répondit la détective. « Mais pour Max, il existe un vrai intérêt médiatique, bien vu la singularité de l'histoire. On me rapporte que des journalistes sont déjà massés devant l'hôpital et la clinique. » William acquiesça le regard fatigué. « Je ne veux pas que Noah soit exposé. Il a déjà assez subi. » Sanderson hocha la tête comprenant. « Une dernière chose, le chauffeur du camion Michael Reeves a coopéré pleinement. Les preuves indiquent qu'il était épuisé et roulait probablement trop vite pour ces conditions humides. Il encourt des poursuites pour homicide involontaire. » Le visage de William se ferma car ses sentiments envers Michael restaient partagés. L'homme avait commis une faute lourde, mais il s'était aussi investi corps et âme pour rechercher Noah et soutenir Max.
Mon témoignage peut influencer la décision du procureur ? Demanda-t-il finalement. Votre version des faits sera prise en compte, surtout concernant son attitude après l'accident, confirma Sanderson. Cela n'effacera pas la faute, mais ça pourrait compter dans la mesure de la peine. Je dois réfléchir, répondit William pensif. Pour l'instant, je veux me concentrer sur Noah. La détective partit et William retourna auprès de son petit-fils. Une fois Noah éveillé, il jouait avec des jouets adaptés à son âge, apportés par une animatrice de l'hôpital. William l'observait, émerveillé par la résilience d'un si petit être. Plus tard dans la soirée, alors qu'il remplissait quelques papiers de tutelle, l'assistante sociale Teresa revint avec un air préoccupé. « Monsieur Anderson, un problème imprévu s'est présenté. Une association de défense animale a appris le geste héroïque de Max. Ils réclament un hommage public et veulent s'y prendre en charge le corps du chien pour ériger un mémorial. » William, choqué, leva les yeux. « Max est mort hier. Son corps repose à la clinique. Qu'est-ce que ces gens prétendent de faire ?» Teresa eut l'air embarrassée. Ils ont lancé une pétition en ligne. Des milliers de signatures. Ils clament qu'il mérite d'être inhumé dans un cimetière public ou un monument dédié, au motif qu'il s'agissait d'un chien abandonné ayant accompli un acte héroïque. Le visage de William s'assombrit. « Jamais de la vie. Max était le chien de notre famille. Je déciderai de ses funérailles. Le hic, c'est le volet juridique. Le chien n'avait pas de propriétaire officiel au moment de sa découverte, puisqu'il avait été déclaré perdu. La clinique craint des complications légales avant de vous remettre la dépouille. » William se redressa, hors de lui. « On m'a déjà pris ma fille, mon gendre, ma petite-fille, et on essaie de m'arracher la dépouille du chien qui a sauvé Noah ? Non, ça suffit. » Teresa leva une main apaisante. « Je suis de votre côté, monsieur. On peut régler ça, mais il faut saisir rapidement un avocat pour déposer un référé prouvant votre lien avec Max grâce à la puce électronique et votre statut de tuteur légal de Noah. Faites le nécessaire, trancha William, retrouvant son ton d'ancien officier. Et contactez Michael Reeves, son témoignage pourrait être utile pour confirmer que Max avait toujours appartenu à notre famille. Le matin suivant, en arrivant de nouveau à l'hôpital, William trouva Michael l'y attendant, accompagné d'un avocat distingué. Michael prit la parole avec humilité. « Monsieur Anderson, voici maître Howard Mitchell. J'ai appris pour la pétition. Je souhaite vous aider à préserver la mémoire de Max et je compte aussi assumer mes responsabilités dans l'accident. » William considéra l'avocat avec méfiance. Quel genre d'aide ? Howard Mitchell s'avança, la main tendue. « Mon client m'a chargé de vous assister gratuitement dans toute démarche visant à maintenir votre droit sur les restes de Max. Nous sommes prêts à fournir une déclaration acceptant l'entière responsabilité de l'accident, quelle qu'en soit la portée pénale. » William fut surpris. « Pourquoi faites-vous ça ?» Michael répondit, soutenant enfin le regard de William. « Parce que c'est la vérité. Et parce que je dois infiniment à votre famille. Préserver la dignité de Max et l'attachement de Noah à lui, c'est le minimum que je puisse faire. » Ainsi alliés, leur dossier se renforça. Les preuves de l'appartenance de Max à la famille Anderson, l'héroïsme documenté de son action et les témoignages convergèrent pour bloquer les revendications de l'association. Un juge reconnut le droit de William à récupérer la dépouille du chien, considérant qu'il avait été perdu et non abandonné, et qu'il restait attaché à Noah par un lien familial préexistant. Si cette victoire soulageait William, elle soulevait une autre question. Comment rendre hommage à Max ? Un simple enterrement privé ? Une cérémonie plus publique ? Noah, même s'il ne comprenait pas encore, ressentait le vide laissé par son protecteur. William songea qu'il fallait à la fois respecter la mémoire de Max et aider Noah à guérir de cette épreuve. Après 5 jours de soins, Noah put quitter l'hôpital. William sortit par une porte latérale, évitant la meute de journalistes en quête d'images ou de déclarations. Le petit, désormais stabilisé, ne présentait plus de séquelles immédiates, même si les médecins avertirent que le traumatisme pourrait se manifester plus tard, sous d'autres formes. William prit la route pour le Tennessee où il vivait sur un domaine de 2 hectares près de Nashville. Sa maison, un ranch simple mais confortable, nécessiterait quelques aménagements pour accueillir un enfant en bas âge. Pourtant, il relevait ce défi avec la même rigueur méthodique qui avait fait sa force dans l'armée. Avant de quitter Asheville, il passa une dernière fois à la clinique vétérinaire pour récupérer les cendres de Max. Ils avaient tenu compte de ses volontés, traitant le chien comme un être cher plutôt que comme un simple animal.
William porta l'urne en bois avec une gravité respectueuse, la plaçant près du siège auto de Noah dans la voiture. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda Michael Reeves, venu lui dire adieu. Son avenir judiciaire était encore flou, mais il tenait à être présent. « Je rentre à la maison avec Noah. J'ai une chambre d'amis qui fera un beau petit cocon pour lui et un grand jardin où il pourra jouer plus tard, » répondit William en sanglant soigneusement Noah dans son siège. Michael acquiesça, hésitant avant de demander « Et Max ?» Un mince sourire apparut sur le visage de William. « J'ai trouvé l'endroit idéal pour lui. Un lieu que Noah pourra visiter quand il sera assez grand pour comprendre. » Ils se séparèrent sur une poignée de main maladroite qui se mua finalement en brève étreinte. Deux hommes unis par la tragédie, la rédemption et la survie. Michael demeura en Caroline du Nord pour affronter les suites légales, tandis que William reprenait la route de Nashville. Pendant les 3 heures du trajet, il repensa à tous ces événements qui avaient bouleversé sa vie. La perte de Sarah, James et Emily resterait un chagrin à jamais, mais subsistait une gratitude sans borne pour la survie de Noah et le sacrifice de Max. Dans ce tumulte d'émotions, il cherchait l'équilibre pour bâtir un nouveau foyer à son petit-fils. Grâce à un réseau d'amis et de voisins prêts à s'entraider, la maison de William était prête à accueillir Noah. Les murs de la chambre d'amis avaient été repeints de couleurs douces, un lit à barreaux avait remplacé le lit d'appoint, et toute la maison avait été réapprovisionnée en nourriture et matériel pour bébé. Le frigo contenait des pots faits maison pour nourrissons et un moniteur high-tech veillait désormais sur chaque respiration de Noah. « Il faut tout un village pour élever un enfant », plaisantait souvent Martha Johnson, voisine et amie de longue date. « Maintenant, nous sommes ton village, William. Ne va pas croire que tu es seul. » Les premières semaines offrirent un rythme stable et rassurant. William consacra toute son énergie à l'éducation de Noah, s'appuyant sur les conseils de pédiatres et d'experts. Régularité des repas, horaire de sieste fixe, sortie prudente dans le jardin. Le bébé, encore marqué par l'épreuve, semblait néanmoins retrouver petit à petit une curiosité enfantine. Il riait parfois en voyant un papillon ou en découvrant un nouveau jouet. Les cauchemars nocturnes, où il s'agitait, pouvaient être calmés par la voix douce de William et la proximité d'une veilleuse. 1 mois après leur installation, William mit en œuvre son projet pour Max. Un matin de printemps clair et doux, il emmena Noah sur une petite colline qui dominait son étang, où quelques canards barbotaient. Là, il avait créé un jardin du souvenir. Au centre, une stèle de granit gravée. Max, fidèle au-delà des mots, accompagné des dates de sa vie. Autour, des jeunes cornouillers et un banc invitant à la contemplation. C'est ici que William enterra l'urne de Max, y joignant en outre la peluche lion de Noah retrouvée à l'accident. Elle aussi abîmée mais symbole de la famille perdue. Ainsi, le lion veillerait sur Max, comme Max avait veillé sur Noah. « Tu vois Noah ?» expliqua William en tenant le petit sur ses genoux, assis sur le banc. « C'est l'endroit de Max, où tu pourras venir plus tard quand tu voudras te souvenir de lui. C'était le plus courageux et le plus loyal des amis. Il t'a ramené à moi. » Noah, trop jeune pour comprendre pleinement, demeura toutefois immobile, comme s'il percevait l'atmosphère solennelle. Il sourit quand un papillon se posa fugitivement sur la stèle, puis tendit la main comme pour l'attraper. Le temps passa, les mois succédant aux saisons. La vie reprit ses droits au foyer Anderson. Noah grandissait à vue d'œil, franchissant les étapes clés de sa petite enfance sous la protection aimante de William, qui gardait un lien régulier avec les médecins d'Asheville pour surveiller tout signe de traumatisme ultérieur. Petit à petit, le flot de journalistes cessa, même si quelques-uns continuaient d'envoyer des messages ou des propositions de reportages ou de livres. William rejetait systématiquement, préférant préserver l'intimité de Noah. Il relata cependant l'histoire dans un journal intime qu'il comptait remettre plus tard à son petit-fils, afin que ce dernier comprenne un jour l'ampleur du sacrifice de Max et les tragédies qui avaient marqué sa famille. 6 mois après l'accident, un courrier inattendu parvint à William. L'expéditeur, Michael Reeves, purgeant une peine de 18 mois pour homicide involontaire. William ouvrit la lettre avec appréhension, ne sachant trop à quoi s'attendre. À l'intérieur, un simple mot manuscrit et un article de journal. « Monsieur Anderson, j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Ça ne change rien. Mais peut-être trouverez-vous une forme d'apaisement en voyant que l'histoire de Max continue d'inspirer. » L'article décrivait la création de Max's Heroes, un programme de formation de chiens de sauvetage en milieu montagneux, financé par des dons suscités par la médiatisation de l'histoire de Max.
Plusieurs chiens avaient déjà été attribués à des brigades de recherche dans les Blue Ridge Mountains, perpétuant ainsi l'héritage du chien qui avait sauvé Noah. William rangea l'article dans le journal qu'il destinait à son petit-fils, songeant que dans les ténèbres du deuil pouvait naître une lumière. Le soir venu, il emmena Noah se promener jusqu'au jardin du souvenir pour assister au coucher de soleil flamboyant au-dessus de l'étang. Le petit, maintenant capable de marcher, tenait la main de son grand-père, pointant les nuages colorés et babillant avec excitation. William sentit un élan de gratitude, même au milieu de sa peine. La route restait difficile, mais ils la parcouraient ensemble, guidés par ce que Max avait laissé. Un exemple d'amour et de loyauté inconditionnelle. 5 années s'écoulèrent. Noah, désormais âgé de 6 ans, retourna avec William sur les lieux de l'accident, dans les Blue Ridge Mountains. L'enfant commençait à saisir qu'il avait perdu ses parents et sa sœur dans ce ravin. Il déposa lui-même des fleurs sauvages au bord de la route, là où un modeste mémorial avait été érigé. Puis il se tourna vers William, le visage grave mais serein. « Grand-père, tu crois que Max savait qu'il me sauvait ?» demanda-t-il de sa voix encore teintée d'innocence. William s'arrêta pour bien réfléchir. « Je pense que oui, Noah. Il t'aimait tellement que sa peur, sa douleur, tout a disparu devant son envie de te protéger. Cet amour était plus fort que tout, même que sa propre survie. » Noah opina comme si la réponse lui convenait. En repartant vers la voiture, sa petite main serrée dans celle calleuse de William, ils croisèrent un berger allemand faisant partie d'une équipe de formation en recherche et sauvetage, bondissant joyeusement au loin. L'enfant le regarda, fasciné, peut-être sans reconnaître Max lui-même, mais reconnaissant la flamme qui animait cet autre chien. « Max's Heroes », lut Noah à voix haute en déchiffrant l'insigne apposé sur le harnais du chien. « C'est nous aussi, grand-père ?» On fait vivre son histoire. William serra doucement la main du garçon. « Exactement, Noah. Max vit à travers chacun de ces chiens formés pour secourir, et à travers toi aussi, grâce à qui son histoire continuera. Car souvent, les plus grands héros marchent à 4 pattes, révélant qu'au-delà des frontières de l'espèce, la force de l'amour prévaut. Le sacrifice extraordinaire de Max pour le petit Noah nous rappelle l'intensité de ces liens tissés avec ceux qu'on chérit, qu'ils soient humains ou animaux. Dans nos dernières années, alors qu'on contemple le chemin parcouru, ces liens deviennent notre trésor le plus précieux. Même dans l'adversité ou le deuil, c'est la dévotion partagée qui illumine notre route. William Anderson, porté par le courage de son chien, trouva la volonté d'offrir une nouvelle vie à son petit-fils. Face à nos propres crépuscules, c'est peut-être cela qui compte le plus. Non pas nos titres ou nos biens matériels, mais les êtres que nous avons protégés et aimés. L'histoire de Max témoigne de notre capacité à dépasser nos limites, à défendre la vie malgré tout. Son héritage survit ainsi dans le cœur de Noah, dans celui de William, et à travers chaque chien de sauvetage qu'il a inspiré. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits comme celui-ci. Laissez un like et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt!